Mes soldats, bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau format. Bienvenue dans mon podcast, mon tout nouveau podcast, un format que j'avais envie de créer depuis extrêmement longtemps, un format qui me tente et un format qui m'attire. Parce que ça fait longtemps que j'ai envie de pouvoir vous parler sans l'intermédiaire d'une caméra, sans l'intermédiaire de quelqu'un d'autre qui m'interviewerait en face et sans aucun autre intermédiaire que celui de ma pensée, de ma voix et de mon esprit et de ce que j'ai envie de vous transmettre. Je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouveau format qui, je l'espère, va nous permettre de communiquer de façon très différente, qui, je l'espère, va me permettre de pouvoir vous transmettre davantage d'informations, davantage de contenu et surtout davantage de moi-même, qui est un format plus personnel, qui est un format qui me tient à cœur parce qu'il est direct, comme vous pouvez le voir, et que je pense que vous avez directement ma voix dans les oreilles au moment où je vous parle. C'est génial pour moi, c'est stressant aussi parce que c'est un nouveau format et c'est une nouvelle technique avec laquelle je ne maîtrise absolument rien. C'est la première fois que je me saisis d'un micro et que je branche un logiciel d'enregistrement du son. Bref, c'est un nouveau projet et qui, comme tout nouveau projet, demande une certaine mise en place d'une nouvelle habitude, une certaine construction d'un modus operandi, d'une structure de comment je crée mon contenu, comment je m'organise, comment je structure mes idées, etc. Et c'est très excitant et ça me stresse un peu et je pense que c'est une très bonne chose avec l'habitude que j'ai de la création de contenu après 5 ans de YouTube, d'être un petit peu stressé en créant un nouveau format et en se lançant sur une nouvelle plateforme parce que ça oblige à donner le meilleur de soi-même, à se remettre en question et être capable de s'envisager dans une nouvelle dynamique et une nouvelle dimension. Donc si ma voix tremble un peu, c'est normal parce que je suis en terre inconnue et c'est en terre inconnue que j'ai envie de vous accueillir ici sur ce podcast dont l'idée me trottait dans la tête depuis extrêmement longtemps, hein, je vais pas vous le cacher. Ça fait un bail que j'avais envie de lancer ça, parce que j'ai eu la chance d'être invité sur des podcasts extrêmement sympas et extrêmement qualitatifs. Le tout premier de mémoire étant celui de mon ami Greg Gott en 2017. Je crois qu'on avait fait un podcast de quasiment 3 ou 4 heures, un truc absolument incroyable. Et déjà la qualité des échanges et de ce que ça permettait par rapport à la vidéo, par rapport au montage, par rapport à YouTube, m'avait laissé envisager le fait que j'aurais probablement un jour extrêmement envie d'en créer un moi-même. Et j'ai ensuite eu la chance de passer sur pas mal de podcasts de certains de mes élèves bayésianes, sur le podcast de mon ami Quentin, et à chaque fois j'y prends énormément de plaisir parce que j'aime partager plus de moi-même, et vous savez que je suis quelqu'un de très direct, très transparent, et que moins il y a d'intermédiaires, moins il y a de médiation, moins il y a de filtres, plus je suis heureux, très clairement. Et donc aujourd'hui, c'est avec un plaisir non dissimulé, et je pense que vous l'entendez dans ma voix, que je crée et que je donne le coup d'envoi de cette nouvelle plateforme qui est pour moi une sorte de renouveau. Ça ne veut pas dire que je vais arrêter YouTube, ça ne veut pas dire que je vais arrêter le reste de mes publications audiovisuelles, évidemment pas, mais ça va être un complément. Ça va être quelque chose que je vais vous offrir avec une fréquence que j'espère hebdomadaire, on verra. Je sais que mon ami Quentin est arrivé, lui, à tenir sa promesse et à, pour l'instant, produire et pondre un nouvel épisode de son podcast toutes les semaines, son podcast qui s'appelle Biceps and Mindset, qui est génial, que je vous encourage à aller écouter évidemment. Vous allez m'entendre au cours de ces épisodes probablement faire des renvois vers d'autres contenus, vers d'autres créateurs de contenu, certains de mes amis, certaines personnes que je suis, parce que je pense que la richesse de ce genre de format, c'est justement l'enrichissement, l'ouverture d'esprit et l'ouverture des horizons sensibles, et que le but, c'est de vous permettre de voyager au travers de ma voix, au travers de mes expériences, de mon savoir-faire, peut-être de mes connaissances et de ce que j'ai à vous transmettre moi, mais également vous permettre de voyager dans l'intertextualité de l'ensemble des contenus qui s'offrent à vous, parce que le monde est à vous et que tout est à portée de main et d'oreille, et que si j'ai la chance d'être tombé ou d'avoir croisé dans mon bref parcours de vie des gens et des choses intéressantes, je veillerai toujours, dès que j'y penserai, à vous les recommander ou à vous diriger vers ces autres contenus différents,
parce que je pense qu'on ne peut pas être son propre orchestre et que pour saisir la plénitude et la richesse de la vie, il faut s'enrichir de sources différentes. Donc je veillerai en toutes circonstances à vous recommander à toutes ces sources, toutes ces choses que j'ai emmagasinées au cours de mes voyages, au cours de mes expériences professionnelles, personnelles, amoureuses éventuellement. Je vais vous parler de plein de trucs et je vais vous envoyer un peu dans toutes les directions. Vous n'êtes pas obligé d'aller tout consulter, évidemment pas. Mais moi, c'est comme ça que ma pensée fonctionne. Et ce podcast, ça va être aussi l'occasion de vous accueillir dans mon cerveau et dans ma tête, parce que j'ai un type de pensée extrêmement spécial. Si vous me suivez sur YouTube depuis pas mal d'années, peut-être depuis le début, je vous en remercie évidemment, mais ça veut dire que vous savez à peu près comment je fonctionne. J'ai une pensée qui est très divergente, qui part dans tous les sens. C'est un bordel innommable dans ma tête et je suis content de pouvoir essayer d'aller dans une seule direction, au moins celle de la voix et celle du partage via ce nouveau podcast. Et de vous transmettre tout ça. Alors, on va commencer par les présentations. Je pense que le thème de ce premier podcast, ça va être répondre à la question qu'on me pose probablement le plus souvent, qui est Antoine, certes tu es sur YouTube, certes tu es sur Instagram, certes tu diriges avec ton meilleur ami Nevin la formation Bayesian, mais on a l'impression que tu as fait plein de trucs avant, que tu as eu plein de vies, tu as eu des études, tu as eu des expériences professionnelles, tu as fait plein de trucs. Qu'est-ce que tu as fait? Quel est ton parcours? D'où tu viens et qu'est-ce qui fait que toutes les expériences que tu as traversées dans ta vie ont fait ce mec qu'on a sous les yeux. Donc la réponse va être longue, je ne sais pas combien de temps va durer ce podcast ni les prochains. Je pense que pour que ça fasse un format qui soit relativement accessible et facile à intégrer dans vos vies de tous les jours, je vais essayer de m'en tenir à des podcasts de entre, disons, une demi-heure, 45 minutes et 1 heure. Mais je sais aussi, et vu la gueule de l'intro déjà, je sais aussi que j'ai tendance à beaucoup parler. Mais vous avez été tellement nombreux à me demander de créer un podcast que je pense que vous aimez quand je parle. Et quand je parle dans des digressions, quand je parle dans des évocations de trucs qui n'ont rien à voir avec la choucroute, mais ça va être aussi le but du jeu, c'est de vous permettre de voyager aussi dans ma tête. Donc accrochez vos ceintures, mes petits potes, parce qu'on est parti pour une sacrée aventure et je pense que je vais vous emmener, j'espère en tout cas, assez loin. Alors il y aura une règle, c'est une règle qui me stresse pas mal, je crois que c'est pour ça que j'étais un peu stressé au début, c'est que pour me simplifier la vie, et aussi pour un deuxième objectif que je vais vous expliquer, je ne vais faire aucun montage sur ce podcast. Au début, j'avais contacté une fille qui était adorable d'ailleurs, qui monte les podcasts d'un de mes amis et avec qui j'avais convenu, ou j'étais convenu, je sais pas d'ailleurs, de monter les productions que j'allais faire dans cette nouvelle dynamique et de lui envoyer mes rushs et qu'elle allait pouvoir supprimer les les blancs, les ratés, les bafouillages, etc. Et au final, en discutant avec mon ami Quentin, qui lui a fait ce choix-là, je me suis dit que c'était pas une bonne idée parce que ce que j'ai envie de faire avec ce podcast, c'est de me libérer justement, primo, de la contrainte du montage. Deuxièmement, parce que ça c'est un truc qu'on soupçonne pas quand on est de l'autre côté de la caméra, de l'écran ou du miroir des réseaux, de me libérer de tous ces artifices de devoir réfléchir, organiser son contenu, le penser surtout pas de façon à ce qu'il soit le mieux structuré possible, mais surtout de la façon à ce qu'il soit le plus accessible et le plus sympathique et le plus interactif et le plus divertissant possible. Et ça c'est bien, c'est la règle de YouTube, parce que vous pouvez pas sur YouTube faire des faces caméra comme ça qui durent 45 minutes, parce que sinon les gens finissent par se suicider et se pendre en vous écoutant parler, parce que ça leur casse les couilles. Mais dans un podcast, on peut se permettre de parler de A à Z, et quand on a une diction à peu près correcte et une élocution qui se respecte, on arrive généralement à tenir les gens en haleine un petit peu plus longtemps que sur un format YouTube de 4 minutes 30. Et donc j'ai pris le parti sur ce podcast de tout faire en un seul jet. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de montage, il n'y aura pas de cut, il n'y aura pas de quoi que ce soit. Et littéralement, le podcast démarre au moment où je clique sur le bouton enregistrer de mon Mac, parce que pour le coup je passe par un logiciel qui s'appelle Audacity, je sais clairement pas si c'est le meilleur, on s'en fout, mais au moins ça a l'air de marcher parce que je vois sous mes yeux les vagues des vibrations de ma voix qui créent les enregistrements et les fréquences au fil des secondes et des minutes. Et donc les fichiers vont commencer au moment où je vais appuyer, ils finiront au moment où j'appuierai et quand j'estimerai que ce sera fini, ce qui veut dire que ça va être entièrement brut, ce qui veut dire que ça va être 100% moi.
et qu'il n'y aura pas d'intermédiaire. Alors peut-être que je rajouterai un jingle, je sais pas, pour l'instant j'en ai pas, et j'en ai pas envie. J'ai vraiment envie que ce soit moi et que ce que vous ayez dans ce podcast, ce soit 100% ce que j'ai dans la tête, ce que j'ai sur le cœur aussi au moment où je vais faire les podcasts, parce que le format étant extrêmement direct, et ben, je peux faire un podcast à peu près n'importe quand. Je peux m'asseoir, prendre mon micro et vous parler absolument quand j'en ai envie, sans avoir besoin de me dire « Ah ouais mais non, là il est 19h, j'ai pas de lumière, je peux pas filmer, bah je vais attendre demain, je vais filmer quand il y aura une meilleure lumière. » Ou alors « Ah ouais non, là je suis dans un endroit où c'est pas possible parce qu'il y a des gens, il faut que je m'isole, le fond il est moche, ou alors ouais je me suis pas rasé, j'ai une sale gueule ou la lumière elle est dégueu, etc. » Il y a plein d'inconvénients techniques et organisationnels qu'on ne soupçonne pas, notamment sur YouTube, et qui grèvent la production de contenu, qui crée une espèce de distance et qui, à cause de l'organisation nécessaire et de l'optimisation du setup que tout ça demande, nuisent, je trouve, à la transparence et à l'accessibilité du contenu. Donc, dans ce podcast, si je dis des conneries, je vais essayer de ne pas en dire trop, mais je vais en dire, c'est sûr. Si je fais des erreurs, si vous entendez un chat miauler à côté de moi, une cuillère qui tombe, etc., bah, ce sera normal parce que ce sera la vraie vie et qu'il n'y aura pas de « Ah non, attends, silence, je tourne, silence, c'est un podcast. Ah non, attendez, si ça sonne à la porte. » Évidemment, j'ai mis mon téléphone en mode avion pour pas qu'on soit dérangé, mais voilà, c'est ma vraie vie aujourd'hui, en 2021, comme elle se déroule. Et ce que j'ai dans la tête, sur le cœur, comme envie, comme projet, comme volonté, comme dynamique, comme motivation, comme passion, et je vais tout vous balancer comme ça vient. Donc j'espère que ça vous chauffe, j'espère que le pari vous paraît suffisamment enrichissant et ambitieux, mais je suis extrêmement excité de partir sur ce nouveau format. Donc, sans plus de préliminaires et d'introduction, parce que ça fait déjà 10 minutes que je blablate et qu'on s'en barre un petit peu les couilles, hein, j'espère que vous m'entendez bien avec ce petit micro. Je pense que si je me rapproche et que je chuchote, ça peut vite partir en ASMR, mais c'est pas le but. C'est un Blue Yeti pour ceux que ça intéresse sur la technique, on s'en fout aussi. Mais voilà, j'espère qu'il donnera toute satisfaction et que la qualité sera au rendez-vous. Et j'ai fait des petits tests et des petites écoutes et je pense que c'est le cas. Donc, mon parcours, mon cursus. Pour ceux qui ne me connaissent pas, les présentations après 10 minutes d'intro et de préliminaire, je m'appelle Antoine Fonbonne. Je suis né le 20 juin 1989. Ce qui veut dire qu'à l'heure où je crée ce podcast, j'ai 31 ans, et au moment où vous l'écoutez, peut-être pas, mais ça va être la magie du format aussi, vous pourrez retrouver ça, et peut-être que quelqu'un tombera sur mon podcast dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, on verra, j'en sais rien. Mais c'est là, et ce sera gravé, non pas dans le marbre, mais dans les fichiers d'écoute. Donc je suis né le 20 juin 1989, le jour du serment du jeu de paume, donc 200 ans après le fameux serment du jeu de paume, pendant la Révolution de 1789, ou un tout petit peu avant, putain, c'est d'une complication infinie de raconter sa vie et de revenir sur l'ensemble de son parcours, donc je vais essayer de hiérarchiser ma pensée. Vous me connaissez aujourd'hui probablement parce que je suis youtubeur, c'est l'aspect sensible et l'aspect extérieur de mon travail, sans doute le plus perceptible à l'heure où les gens tapent votre nom dans Google et donc arrivent forcément sur ma page YouTube, parce qu'à l'heure où je fais cette vidéo, j'ai quasiment 150 000 abonnés sur YouTube et je commence à avoir 2-3 personnes qui suivent ce que je raconte depuis quelques années. J'ai lancé ma chaîne YouTube en 2016, et ça fait donc 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, bientôt 5 ans. Je crois que je fête mes 5 ans de YouTube dans un truc comme 10 jours. Ouais, c'est ça. Donc ça va être tout plein d'émotions, que je vais pouvoir mettre une 5e bougie sur le gâteau de ma production audiovisuelle. Mais j'ai créé ça il y a 5 ans, et l'aventure YouTube et l'aventure de la publicisation de ma vie et surtout du partage de mes expériences, de mes savoir-faire et de mes passions via ce canal merveilleux qui est YouTube n'a jamais cessé de me surprendre et de m'exciter et de m'apporter des émotions incroyables, bonnes comme mauvaises d'ailleurs. Il y a des hauts et des bas sur lesquels on reviendra probablement si ça vous intéresse, mais ça a été et c'est toujours une aventure extraordinaire. Alors, je sais pas par où commencer pour mon parcours. Je vais commencer par mon enfance, on va essayer d'aller vite. Mon père était militaire quand j'étais gamin, et donc on a énormément voyagé avec ma famille en France. Malheureusement, j'ai pas eu l'occasion petit d'aller habiter à l'étranger parce que les choix de carrière d'un officier font que on n'est généralement pas
extrêmement, on n'a pas beaucoup d'influence sur ses choix et généralement on est bougé et déplacé, on déménage au gré des affectations. Et donc j'ai eu l'occasion et la chance de pouvoir bouger beaucoup, mais uniquement en France métropolitaine. Et donc je suis né à Paris et ensuite j'ai bougé partout. J'ai eu la chance d'aller vivre à Bastia, à Orléans, à Clermont-Ferrand, à Nice, à Montpellier, à peu près dans cet ordre chronologique, à Montpellier où j'ai fait mon lycée. Donc toutes les années d'avant, c'est des années de mon enfance et c'est des années cool, mais c'est des années j'ai eu une enfance heureuse, j'ai eu une super éducation, j'ai des parents qui sont extrêmement intelligents, qui sont extrêmement ouverts d'esprit et qui m'ont apporté toute la richesse de la vision qu'ils avaient de la vie et de l'envie de la bouffer et de tout péter et de pas subir et d'être actif et de saisir la vie comme elle venait jour après jour avec l'envie d'en découdre et de se lever le matin et de vouloir casser le monde en deux pour le faire sien et de tout déglinguer clairement. J'ai cette chance d'avoir eu des parents qui étaient extrêmement proactifs, extrêmement volontaires, extrêmement motivés et qui m'ont transmis cette espèce de feu sacré que j'ai envie de vous transmettre dans ce podcast parce que je serais rien sans eux et que j'ai conscience que j'ai croisé des gens dans ma vie qui avaient le potentiel d'être des gens extraordinaires et qui probablement parce qu'ils avaient été brisés par une enfance difficile n'avaient clairement pas réalisé leur potentiel et étaient ou des ébauches encore en devenir ou des épaves tellement ils avaient été détruits et démolis par les souffrances qu'ils avaient encaissées quand ils étaient jeunes. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une jeunesse préservée et une éducation qui a fait que j'ai pu grandir, pousser, me développer et m'étoffer dans les meilleures conditions possibles, aussi bien pour construire ma confiance en moi que pour construire mon raisonnement, que pour être sûr au fur et à mesure de mes capacités émotionnelles, sociales, intellectuelles. Et même si j'étais évidemment pas parfait parce que personne ne l'est, je pense que je changerais assez peu de choses dans mon éducation, dans mon enfance et dans les, 15-20 premières années de ma vie si c'était à refaire. J'ai été diagnostiqué comme surdoué quand j'avais 11 ans. En fait, ce qui se passait, c'est qu'à l'école, je pigeais vite, je comprenais un peu plus vite que la moyenne et que quand la maîtresse demandait un truc, j'avais toujours la réponse et quand les profs me distribuaient un polycopier ou un exercice à faire, généralement j'avais fini l'exercice avant qu'ils aient fini de distribuer les polycopiers à l'ensemble de la classe et les profs voyaient bien que j'allais vite quoi et que j'étais pas tout à fait sur le même rythme et sur la même cadence que les autres. Et au bout d'un moment, au bout de 7, 8, 9 ans, j'ai commencé à me faire un peu chier, sachant que j'avais déjà un système de fonctionnement émotionnel et intellectuel petit qui était spécial, qui effrayait un peu mes parents d'ailleurs. Je crois que la première vraie question que j'ai posée, alors j'ai parlé très tôt déjà, je veux pas refaire mon enfance parce que j'allais dire j'y étais, mais la conscience et la mémoire qu'on en a est assez imparfaite évidemment. J'ai des souvenirs de quand j'ai 9 mois, 10 mois, 1 an, que j'ai reconstitué en parlant avec mes parents, etc. Mes vrais souvenirs authentiques les plus vieux datent de quand j'ai 1 an et demi. Mais j'ai parlé très tôt, je crois que j'ai commencé vraiment à parler de façon organisée et structurée quasiment à 1 an. J'ai parlé très très tôt et je crois que si vous demandez à ma mère, à 1 an et demi, je répondais au téléphone quand le téléphone sonnait, etc. Donc j'allais vite et je crois que la parole et aujourd'hui peut-être le fait que j'aime m'exprimer et transmettre des concepts et transmettre des idées à l'oral vient aussi du fait que j'ai toujours été relativement à l'aise pour manier les mots et le langage et les langages aussi, puisque les langues, on y reviendra, sont une de mes passions et les langues étrangères sont une de mes vraies passions et l'exploration culturelle via le maniement des langues et des codes linguistiques sont un truc qui m'ont toujours passionné. Mais bref, on va pas repartir sur une nouvelle digression. Et donc j'étais clairement et en avance sur les autres et surtout doté d'un fonctionnement intellectuel et émotionnel très spécial. Je crois que la première question que j'ai posée à mes parents quand j'avais 1 an et demi, c'était pourquoi les gens sont méchants et à quoi ça sert de vivre une vie si c'est pour que les gens soient pas gentils et qui pensent qu'à leur gueule, en gros.
Et ce genre de questionnement existentiel de la part d'un enfant d'1 an et demi, ça se voit pas tous les jours manifestement. Donc j'avais des réactions et des modes de fonctionnement qui étaient manifestement assez spéciaux. Et ça s'est développé. Et les choses ont suivi leur cours jusqu'à ce que j'ai 7, 8, 9, 10 ans et que ça devienne difficilement gérable et que je commence à me faire chier. Et pas à tomber en dépression, mais voilà, comme un enfant qui s'ennuie, quoi, qui a un potentiel qui est là et que les gens en face sont pas forcément capables de comprendre déjà, primo, et surtout de canaliser. Et auxquels ils sont pas forcément capables de répondre, parce qu'un enfant qui veut plus, qui veut apprendre plus, qui est plus curieux, qui veut plus d'infos, qui veut plus de détails, qui pose tout le temps des questions, je pense qu'en tant que prof c'est difficile à gérer quand vous avez 20, 25 ou 30 élèves dans une classe et que y a un petit gamin qui, alors j'étais peut-être pas le seul dans ce cas de figure là, mais le fait est que j'étais relativement différent sur ce plan en tout cas, et je pense que c'est beaucoup de taf quand on est enseignant et qu'on a des journées incroyablement longues et qui demandent beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration. À voir en face un gamin comme ça, c'est du boulot, et même mes parents, je les saoulais, quoi. Je passais mon temps à dire oui, ok, mais pourquoi, mais comment ça se fait, mais parce que je voulais toujours tout comprendre et tout savoir sur tout, parce que ma curiosité intellectuelle était sans fin. C'est-à-dire que pour m'expliquer un truc simplement, et c'est probablement pour ça maintenant que mon cerveau fonctionne par milliers de tiroirs et de digressions, et que ma pensée va dans tous les sens, c'est tout simplement parce que je peux jamais me satisfaire d'une seule réponse ou d'une seule couche de justification, et que pour moi, faire simple, c'est compliqué. Et que le plus gros travail sur lequel je me concentre sur YouTube maintenant, c'est pas de faire des exposés de 3 heures sur la véracité et le fondement scientifique de l'apport en protéines, parce que ça, j'ai juste à m'asseoir et à parler à une caméra, et je le fais sans effort. Maintenant, les efforts que je dois fournir, c'est arriver à délivrer un message complexe et à vulgariser et à simplifier un contenu relativement complexe pour qu'il soit accessible en 5 minutes à des gens qui sont débutants, à des gens qui comprennent rien, à des gens qui n'ont pas forcément ni aucun background ni aucune connaissance, et à faire du simple avec du compliqué et de l'accessible avec du complexe. Et ça, pour moi, c'est très difficile. Donc, si vous trouvez que je vais vite, si vous trouvez que je pars dans tous les sens, c'est normal, j'en suis désolé, mais si vous me connaissez un petit peu, vous savez que c'est comme ça que je fonctionne. Et donc, à 11 ans, j'ai été diagnostiqué comme surdoué. Mes parents m'ont envoyé chez un psychologue, psychiatre, je sais plus, je sais qu'il m'a fait faire des, des tests de Rorschach, et des trucs avec des taches d'encre, etc., et des chiens, et des photos de cubes, et des additions, et des projections temporelles et spatiales et tout. Donc je pense que ça devait être un psychiatre, peut-être, ou un pédopsychiatre, on s'en fout, j'en sais rien, on s'en bat les couilles. Et en gros, à l'issue du test, ils ont chopé mes parents, ils leur ont dit bon, on a un problème et une solution. Le problème, c'est que votre gosse, il fonctionne absolument pas comme 98% des autres enfants et des gens normaux. Il a un fonctionnement intellectuel qui est un peu spécial, un peu hors norme, et très clairement très différent de la plupart des gens. Alors, je fais une petite parenthèse parce que je m'entends parler et je sonne comme un petit con prétentieux, et c'est pas le but. Les gens qui connaissent pas le mécanisme qu'on appelle aujourd'hui la douance ou le don ou le haut potentiel, et qu'il y a 30 ans ou il y a 20 ans on appelait plutôt le phénomène du surdon ou des surdoués. En fait, on a longtemps pensé, je crois, et en tout cas dans mon entourage, et quand les gens entendaient ça, ils se disaient ah ouais, mais il est plus intelligent que la moyenne, il est plus intelligent que les autres. C'est pas forcément comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que certes, généralement les surdoués ont notamment un quotient intellectuel, donc le fameux QI, qui est plus élevé que la moyenne, certes, c'est-à-dire que le processeur, le cerveau marche mieux, il emmagasine davantage d'informations, il va plus vite, il calcule plus vite, il réfléchit plus vite, et les connexions synaptiques se font plus rapidement. Ça, c'est pour la réalité physico-chimique du phénomène. Mais c'est surtout, et ça j'ai mis un peu plus de temps à le comprendre, parce qu'on m'avait expliqué les choses comme ça, genre t'es plus intelligent que la moyenne, tu piges plus vite, c'est pour ça que tu te fais plus vite chier, donc il va falloir que tu sois plus patient. Mais en réalité, on est surtout doté d'un fonctionnement cognitif et émotionnel qui est très différent. C'est-à-dire que j'ai rencontré et j'ai compris qu'il y avait des gens qui étaient excessivement intelligents, que j'ai croisés, que j'ai eu la chance de croiser dans ma vie, mais qui n'étaient pas nécessairement doués, ou pourvus en tout cas, je ne sais pas si c'est un don honnêtement, mais pourvus de cette particularité cognitive et émotionnelle, et leur cerveau fonctionnait de façon
potentiellement extrêmement efficace et dans bien des cas et dans bien des situations de façon bien plus efficace que le mien ou que celui d'autres surdoués, mais fonctionner de façon plus linéaire, plus structurée, plus univoque, alors que je suis clairement pas spécialiste de la question, mais bon, j'ai quand même croisé pas mal de surdoués dans ma vie, et j'ai quand même croisé pas mal de psychologues et de psychiatres, etc. Donc je suis, sans être un expert de la question, je l'ai quand même un peu pratiqué. Je crois que ce qui définit les gens qui sont caractérisés par ce phénomène de haut potentiel ou de surdoué, c'est ce fonctionnement cognitif extrêmement arborescent, c'est cette pensée multidirectionnelle, c'est surtout l'imprégnation des émotions et d'un système de fonctionnement émotionnel et social qui est très spécial et qui peut être à double tranchant. Moi, j'ai toujours été relativement à l'aise en société avec les autres, mais j'ai rencontré des gens qui avaient manifestement le même fonctionnement cognitif et mental que moi et qui socialement et émotionnellement étaient extrêmement différents, qui étaient extrêmement timides, qui étaient à la limite de l'autisme parfois dans certaines situations, dans certains contextes, qui avaient énormément de mal à gérer leurs émotions, qui étaient extrêmement émotifs et pour qui parfois le fonctionnement psychologique et cognitif était totalement indissociable des émotions, c'est-à-dire qu'ils étaient absolument incapables de réfléchir quand certaines émotions un peu trop fortes pointaient le bout de leur nez. Moi, j'ai jamais trop, je crois, été complètement dominé et envahi par mes émotions, et l'équilibre entre mon fonctionnement cognitif et mon fonctionnement émotionnel a toujours été c'est le mien, quoi, donc c'est difficile de prendre du recul par rapport à ça, mais ça a toujours été très cool. Bref, parenthèse finie, donc après ce constat que oui, j'avais un QI clairement au-dessus de la moyenne et que je fonctionnais pas comme tout le monde et qu'il fallait en prendre compte, la solution qu'ils ont proposée à mes parents, c'était déjà ou de me faire sauter une classe parce qu'il fallait que je sois avec des gens qui étaient plus vieux pour être davantage stimulés intellectuellement, qui étaient plus avancés, qui connaissaient plus de trucs parce que les gens de mon âge étaient plus ou pas à mon niveau. Et j'ai eu la chance qu'on déménage à Nice à ce moment-là, quand j'ai eu 11 ans, et que mes parents me mettent dans une école hallucinante qui s'appelle le lycée Michelet, qui est, je crois, avenue Giuffredo, boulevard Giuffredo, je sais plus, à Nice, pas très loin du cours Masséna, pas très loin du centre du Vieux-Nice. Et c'était un collège absolument exceptionnel. Déjà, c'était alors ça s'appelle le lycée privé Michelet parce que ça fait collège et lycée, donc on va dire que c'est un lycée. Et en gros, c'était un lycée exceptionnel, c'était un lycée hors contrat, et c'est un truc comme vous ne l'avez jamais vu. C'est un Poudlard dans une dimension totalement différente de ce qui existe partout ailleurs. C'est-à-dire que c'est un lycée dans un appartement, déjà. C'est pas une école, il n'y a pas de cours de récré, il n'y a pas de cantine. C'est un appart haussmannien au premier étage de mémoire, au deuxième étage, je crois que c'est au premier étage, d'un immense immeuble du Vieux-Nice, d'un vieil immeuble avec un vieil escalier en marbre, etc. Et c'est un appart qui fait peut-être, 300 mètres carrés, dans lequel il y a 5 grandes pièces, et ces 5 grandes pièces, c'est des salles de classe. Et il y a une 6e, 5e, parce que la particularité, vous allez vite le comprendre, c'est qu'on faisait 2 années scolaires en une là-bas. Donc il y a une 6e, 5e, une 4e, 3e, et après par contre il y avait une classe de seconde, une classe de première, une classe de terminale, parce qu'ils considéraient très probablement que le programme était ensuite trop dense pour pouvoir faire 2 années en une, faire première, terminale, même si je suis convaincu qu'il y a des mecs que j'ai rencontrés là-bas et des nanas qui auraient été tout à fait capables de bouffer même le programme de seconde, première et terminale en une seule année, mais c'est un autre débat. Et en gros, j'ai eu la chance de faire mon année de 6e et mon année de 5e en une seule année dans ce lycée qui était exceptionnel et dans lequel on bossait comme des oufs. On avait 38 heures de cours par semaine, je me souviens. Littéralement, on avait cours du lundi au vendredi soir de 8h à 18h tous les jours. Et en fait, ce qui était génial, c'est que déjà, on avait un programme qui était extrêmement enrichissant, parce que le lycée étant hors contrat, il était complètement affranchi des contraintes de l'éducation nationale, et donc il pouvait nous apprendre ce qu'il voulait. Et je peux vous assurer qu'il ne se privait pas, et qu'on étudiait des trucs qui étaient du programme de 3e, de seconde, juste parce que ça faisait marrer les profs, et que nous, ça nous excitait de ouf. J'ai fait du latin avec une prof qui s'appelait Madame
Texier, Madame Tex, je me souviens plus, qui était génial. Et j'adorais le latin à cette époque-là. Bref, j'ai appris des milliards de trucs sur ces 2 années. On lisait énormément. Madame Pinder, qui était la femme du directeur et à la fois la prof de français et de littérature, elle nous faisait lire un bouquin par semaine avec une fiche de lecture par semaine. Aujourd'hui, quand je vois que je suis obligé de me fixer des challenges personnels pour lire un bouquin par mois et prendre le temps de lire un bouquin par mois, j'ai envie de me mettre des claques dans le pif parce qu'à l'époque, j'avais 11 ans et je lisais et j'ai lu probablement le plus de livres qui m'ont bouleversé à cette époque que dans les 20 années qui ont suivi. Cyrano de Bergerac a été une révélation absolue pour moi, à la fois en termes de littérature qu'en termes de poésie, parce que Cyrano de Bergerac, même si c'est pas de la poésie, c'est du théâtre, est écrit de A à Z en alexandrin, et ça a tellement formaté mon cerveau que ensuite, pendant 2 ans, j'ai écrit quasiment l'ensemble de mes dissertations en alexandrin, ce qui rendait les profs complètement ouf, mais je trouvais la gymnastique de l'alexandrin tellement exceptionnelle en termes de musicalité que mon cerveau se mettait à réfléchir et à produire du contenu quasiment exclusivement comme ça. Bref, petit aparté sur Cyrano de Bergerac, si vous avez jamais lu ce magnifique ouvrage d'Edmond Rostand, c'est évidemment à lire parce que c'est un chef-d'œuvre de la littérature française. Voilà, petit cadeau, petit aparté. Mais bref, pendant cette année, j'ai appris énormément de trucs et surtout les profs savaient qu'on avait des fonctionnements émotionnels qui étaient très spéciaux et donc ils fonctionnaient à l'affectif. Ils prenaient du temps. Ils prenaient du temps pour nous parler. Ils prenaient du temps pour nous raconter des histoires. Ils prenaient du temps pour nous parler de leur vie, de leur passé. C'était une vraie école de la vie, plus qu'une école où les profs en avaient rien à foutre et où les élèves n'étaient pas là pour écouter et balancer des boulettes de papier au tableau, etc. Donc c'était une immense famille et j'ai tellement progressé, je me suis tellement épanoui. J'aurais adoré qu'on puisse rester à Nice et que je puisse faire ma 4e, 3e et ma seconde et ma première et ma terminale là-bas. Mais déjà, primo, c'était assez cher parce que c'était un lycée privé et que mes parents n'étaient pas non plus blindés forcément, qu'on roulait pas forcément sur l'or et qu'on avait une famille de 3 enfants et que je pense que ça a été un petit sacrifice pour mes parents de me mettre là-bas parce que ça coûtait pas mal de ronds. Ils m'ont jamais dit ni vraiment fait comprendre, mais j'ai compris et j'étais avec des gens qui avaient des familles assez aisées et j'aurais pas voulu qu'ils sacrifient beaucoup plus pour me permettre de faire tout ça, même si je leur en suis extrêmement reconnaissant. Mais c'était génial. On n'avait pas de cours de récré. Entre midi et 2, on allait à une espèce de cantine qui était genre 5 rues à côté, dans un autre quartier. Et surtout, on avait des animateurs, des éducateurs, je sais pas, un peu comme des moniteurs, un peu comme en colo, qui s'occupaient de nous, qui nous prenaient et qui en fait nous faisaient nous balader, qui nous emmenaient au parc, qui nous emmenaient au musée, qui nous emmenaient à la plage quand le printemps et l'été arrivaient à Nice, qui nous amenaient aux courses à Leia, qui nous amenaient au marché aux fleurs, qui nous amenaient partout, au jardin botanique, qui nous amenaient dans les arènes de cimier. C'était exceptionnel. Ça a été une année qui n'a duré qu'une année, mais qui a été tellement enrichissante que je souhaite à tous les enfants qui avaient le même profil probablement psychologique, cognitif et émotionnel que le mien, et surtout à tous les parents qui m'écoutent peut-être aujourd'hui et qui ont des enfants et qui reconnaissent peut-être dans mes paroles le fonctionnement de leur enfant, de réfléchir à cette option et de où les envoyer là-bas si vous êtes dans les Alpes-Maritimes et vous êtes à Nice, et surtout aller voir si ça existe toujours, je sais même pas, je suis jamais retourné à Nice depuis, donc je sais pas, ou à trouver d'autres écoles parce que je suis sûr qu'il y en a probablement d'autres partout, peut-être à Paris, peut-être en France, il y a probablement d'autres instituts ou d'autres écoles, peut-être privées hors contrat, qui fonctionnent de la même façon, et je pense que c'est le meilleur cadeau et le plus beau cadeau que vous puissiez faire à vos enfants, c'est de les mettre dans une structure où on les comprend. J'ai entendu parler des écoles Montessori, je crois que c'est le nom. Il y a pas mal de structures qui, à mon sens, ont bien mieux compris la réalité et les enjeux de l'enseignement et de la formation des enfants que malheureusement le système scolaire public classique, mais on y reviendra. Donc autant vous dire que sortir de là et retomber en 4e avec des gosses qui n'avaient rien à branler de rien, qui fumaient du shit, qui faisaient n'importe quoi, qui pensaient qu'à leur survêt Sergio Tacchini, à leur requin, à leur casquette Lacoste, parce que j'ai débarqué à Orléans dans un collège qui s'appelait... comment il s'appelait ce collège? Anatole Bailly, putain. Pas très loin de la cathédrale, enfin bref, et c'était la guerre, il y avait des bagarres, enfin c'était juste un collège public classique quoi, la vraie vie, avec des bagarres partout, avec des mecs qui gueulaient sur les profs, qui se battaient en cours, enfin bref, des gens qui n'étaient pas là pour étudier quoi, qu'on n'avait rien à branler de rien, qui étaient probablement d'un niveau intellectuel relativement médiocre,
et la vraie vie, quoi. Donc ça a été une grosse claque, et évidemment je suis retombé dans un système où je me faisais chier et où du coup j'avais plus d'intérêt à apprendre parce que ce qu'on m'apprenait m'intéressait plus, et donc du coup je commençais à traîner, à faire de la merde. Je me suis mis, alors de la merde ou pas, je sais pas, je me suis mis à faire du tag, à faire du graphe, faire du skateboard, à m'intéresser à d'autres trucs, et j'ai probablement un peu perdu mon temps à ce moment-là, et j'aurais été bien mieux au lycée Michelet à faire ma 4e, 3e et à apprendre des trucs encore passionnants, mais la vie en a décidé autrement, et l'affectation notamment de mon père qui était officier et qui a été muté à Orléans pour prendre un poste à responsabilité différent, on a décidé autrement, et du coup j'ai fait ma 4e, ma 3e et ma seconde à Orléans. J'ai néanmoins rencontré des mecs qui étaient hyper bien câblés, il y avait un petit noyau dur de mecs assez intelligents et de nanas assez intelligentes dans ma classe, et du coup je me suis fait une bande de potes assez sympa que j'ai toujours aujourd'hui d'ailleurs. Je vous embrasse si vous écoutez ce podcast. Et du coup j'ai fait ma 4e, 3e, seconde à Orléans, et après j'ai eu la chance que mon père soit réaffecté et qu'on parte à Montpellier, et là je suis parti, j'ai eu la chance de tomber dans un lycée exceptionnel qui s'appelle le lycée La Merci, qui est un lycée privé mais pas hors contrat, le lycée La Merci. Et là, je suis tombé dans un lycée privé, quoi, un truc de fils à papa, blindé. J'avais que des potes dont les parents étaient capitaine d'industrie, médecin, ophtalmo, chirurgien, radiologue, sénateur, enfin des profils complètement hallucinants, des enfants de politiciens, des enfants d'énarques, enfin voilà, de toutes les sphères de la société, des artistes, des gens, et donc des gens qui avaient certes un capital économique important, mais surtout un capital culturel et social qui était intéressant, et j'ai rencontré les enfants de ces gens qui étaient pour la plupart des enfants, j'étais en première, donc moi j'avais 15 ans, eux on avait plus 16 ou 17, parce que du coup j'avais sauté une classe entre guillemets, étant donné que j'avais fait 2 années en une, mais j'ai rencontré là-bas des gens extrêmement intelligents, extrêmement intéressants, et j'ai encore des amis de cette période aujourd'hui évidemment. Et la blague c'est que sur notre classe de 28 je crois, en terminale, on avait la terminale S européenne, parce que j'ai fait une classe S européenne, donc avec une spé, avec des cours en anglais, etc., que j'avais déjà commencé en seconde. Ça, c'était un vrai privilège, parce que ma passion pour l'anglais et les langues étrangères a pu trouver une espèce de satisfaction dans un enseignement d'anglais et de langue qui était bien plus qualitatif que dans l'ensemble des autres écoles, collèges et lycées que j'ai pu voir ou dont j'ai pu entendre parler. Et la blague, c'est que sur les 28 élèves qu'on était en terminale S, je crois qu'il y a, alors après coup, parce qu'on a fait des réunions d'anciens élèves virtuels ou réels et que j'ai entendu un peu le parcours des autres, mais je crois qu'il y a 2 polytechniciens, il y a une fille qui a fait Centrale Paris, il y a 2 de mes amis qui ont fait HEC, il y en a, de ce que je sais, au moins 3 qui ont fait médecine, il y en a une qui va être radiologue et reprendre le cabinet de radiologie de ses parents, il y en a un qui a fini veto, il y en a un qui est maintenant pilote de ligne, à qui je pense, il y en a un qui est chirurgien maxillofacial, et les autres je les ai probablement perdus de vue. Bref, tout ça pour vous dire que voilà, formation dans un lycée privé, sous contrat cette fois-ci, mais de très grande qualité, avec des profs extrêmement pointus, extrêmement exigeants. Ils nous tabassaient la gueule. Moi j'ai eu des mauvaises notes de ouf, genre vraiment, on avait des bulletins de notes en première. J'ai fait une première S, c'était vachement cool, j'adorais les maths, etc. Et ensuite en arrivant en terminale, j'ai pris une spé maths, et là je me suis rendu compte que le niveau de la spé maths, c'était clairement pas le niveau que j'avais, et que je comprenais plus rien, et que c'était probablement une erreur de ma part, et que les maths me passionnaient plus du tout. Mais en gros, j'ai pas eu mon bac blanc, j'ai eu genre 9,3 au bac blanc, et j'étais là genre catastrophe. Et il y a plein de gens qui l'avaient pas eu et qui étaient vraiment ric-rac et qui étaient en panique, et en fait ils faisaient ça volontairement, et nous casser la gueule sur les notes pour qu'on redouble d'efforts et qu'on arrive au bac hyper bien armé, hyper préparé. Et au bac de français, j'ai eu 17 à l'écrit, 17 à l'oral, et au bac général, j'ai dû avoir, je crois que la blague c'est que j'ai pas eu 14, j'ai eu genre 13,9, mais parce que j'ai eu que 10 en maths, et que 10 en maths coef 9 ça fait très mal, alors que j'ai eu 19 en anglais, 19 en espagnol, j'ai dû avoir, je crois que j'ai eu 18 en sport, un truc comme ça, enfin bref, j'ai eu des bonnes notes partout, sauf en maths, en physique, où j'ai dû avoir 13 ou 14, en SVT où j'ai eu genre 14-15, un truc comme ça, et après tout le reste, français, philo, etc., j'avais des super notes, donc bref, on s'en fout. Petite parenthèse sur le bac.
Mais à ce moment-là, ça a été extrêmement difficile, ça a été une année extrêmement enrichissante parce que j'avais des potes géniaux et que Montpellier, pour faire ses études, c'est juste génial. C'est une ville, le climat est incroyable, juste grandir là-bas, ça a été un privilège unique. J'adore cette ville. J'allais au lycée à pied le matin, je marchais pendant une demi-heure au travers du quartier. Je crois que j'étais vers la Chamberte, ça s'appelle, pas très loin du lycée Mas-de-Tesse, qui était un lycée moisi, et le lycée duquel je dépendais à l'époque où il y avait encore la carte scolaire. Je sais même pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Et clairement, mes parents avaient bataillé pour me foutre dans un lycée un peu mieux, et ils ont eu 1000 fois raison et je les en remercie. Parce que le lycée La Mercie était génial, mais il fallait que je marche genre 25 minutes à pied, aller et retour, et je le faisais de bon cœur parce qu'à l'époque, quand on a 15 ans, on a une dépense énergétique de ouf et on s'en rend même pas compte, et c'est un cadeau pour la santé et le bien-être, et juste marcher le matin dans le petit air frais montpelliérain pour aller au lycée et commencer ses cours à 8h du mat, c'est juste un souvenir génial que j'ai marché au milieu des odeurs du sud et des... Non, j'ai pas dit Siri, dégage-toi. Alors voilà, premier bug de ce format, j'ai dit Sud, et il a compris qu'il fallait qu'il se réveille, et le Max s'est réveillé. Bref. 2 années à Montpellier, première terminale, exceptionnelle, mais aussi flippante. En terminale, il a fallu que je fasse des choix, et j'étais absolument paniqué. Je voyais mes amis qui étaient autour de moi et qui voulaient devenir chirurgien, qui voulaient devenir pilote de ligne, qui voulaient devenir veto, qui voulaient devenir ambassadeur, maire de Palavas-les-Flots, qui avait des ambitions toutes tracées depuis tout petit. Et moi, j'étais rien. J'étais juste passionné par la curiosité intellectuelle que j'avais et tout ce qui m'intéressait à cet âge-là. Et je savais pas quoi faire de ma vie. J'avais 1 milliard de trucs qui me fascinaient, mais j'étais incapable de me dire: Antoine, tu vas faire ça, Antoine, tu vas te lancer là-dedans, Antoine, c'est là-dedans que tu vas être le meilleur, le plus épanoui et le plus heureux. Et ça a été extrêmement douloureux, et je suis passé par une phase de remise en question extrêmement intense et extrêmement pénible entre le mois de, je sais pas, novembre-décembre de ma terminale et peut-être le mois de mars, où les candidatures à PB devaient être déposées, où on devait avoir envoyé nos choix, etc. Et ça a été pour moi un moment extrêmement dur parce que je savais pas quoi faire. Et mes parents m'ont envoyé au bout d'un moment parce que j'étais vraiment en crise. Je me souviens de moments où je pleurais dans ma chambre comme un ado complètement démuni, à pas savoir ce que je voulais faire de ma vie, alors que l'enjeu était clairement pas aussi gravissime et important que j'avais l'impression de le subir. Mais on nous mettait une telle pression au lycée avec ce système scolaire complètement autoritaire et peut-être archaïque et peut-être complètement désuet, et je suis personne pour remettre en question la pertinence du système scolaire, mais il y a beaucoup de choses à en dire, je pense. Ce sera peut-être l'occasion dans un prochain podcast, mais ça a été une période très dure, et mes parents m'ont envoyé par chance voir un psychologue qui m'a juste écouté pendant genre 2-3 séances, quasiment sans rien me dire, en me disant allez-y, continuez, et qui à la fin disait ça fera 72 €. mais à la fin, il m'a dit un truc très pertinent. Il m'a dit: la solution pour vous, c'est simplement de comprendre l'homme que vous voulez devenir, et de vous concentrer sur l'homme et la personne que vous voulez devenir et être. Et en fait, sur le coup, j'ai pas bien pigé, je pense, parce que j'étais dans un tel tourbillon d'émotions et de réflexions que c'était difficile de prendre comme il venait à leur juste valeur ce conseil de vie qui était extrêmement enrichissant, mais au fur et à mesure que j'ai médité dessus, je me suis rendu compte, et surtout ça a pris tout son sens avec les années qui ont passé par la suite, que se concentrer sur ce conseil-là et essayer de comprendre l'homme que je voulais devenir, ça allait me permettre de me concentrer sur mes passions, sur ce qui m'animait vraiment, sur mon feu sacré, le feu sacré que j'ai envie de vous transmettre aussi via ce podcast, mais sur ce qui me donnait vraiment envie d'exister, d'avancer, sur la curiosité que j'avais pour la vie, pour les voyages, pour la culture, pour l'apprentissage, pour la transmission, pour l'ensemble des trucs que j'avais envie de faire, et que j'avais pas forcément besoin de rentrer dans une petite case, de faire ou une fac, ou une prépa, ou une grande école, ou de partir en médecine, ou de partir en fac de droit, etc. Et que j'avais le droit de me tromper, j'avais le droit de faire des choix, d'en changer, de prendre une année pour partir à l'étranger, pour apprendre, pour voyager, pour découvrir le monde, etc. Et que on doit rien à personne, même si vos parents vous ont éduqué, même s'ils sont saignés aux 4 parfums, comme on dit dans Kaamelott, pour vous donner la meilleure éducation possible, et vous fournir le contexte qui va vous permettre de grandir et de vous épanouir du mieux possible, ce que mes parents ont fait, et encore une fois je les en remercie. Ensuite, ce que vous faites de votre vie, ça vous regarde, et vous avez toute liberté et toute latitude de pouvoir
de pouvoir exprimer votre plein potentiel et vivre votre vie à fond, et surtout de la façon dont vous l'entendez. Et donc, ça, c'est des belles paroles 10 ans après, mais à l'époque, j'avais le bac avec 1 an d'avance, donc j'ai évidemment eu mon bac, j'ai passé mon bac, j'avais 16 ans et je l'ai eu, j'avais 17 ans, parce que le bac se passe toujours le 12 ou 13 juin et que je suis né le 20, donc je l'ai passé, j'avais 16 ans, 99999, et j'ai eu les résultats, j'avais 17 ans. Et donc j'ai choisi de faire une prépa, parce que c'était le truc qui me paraissait le plus généraliste et le plus large. Et que n'arrivant pas à choisir si je voulais faire médecine, si je voulais être pilote de chasse, si je voulais faire Saint-Cyr, si je voulais, je sais pas, j'avais tellement d'envie que je me suis dit bon, je vais faire une prépa bien généraliste, je vais pas aller en maths sup, maths spé parce que je suis une bille en maths et que j'aime plus ça, donc je vais pas faire littéraire non plus parce que ça va me fermer pas mal de portes, et j'hésitais entre les prépas HEC et pas mal d'autres trucs, peut-être des facs, peut-être, mais je savais pas, et puis j'étais poussé par les commentaires des profs et de mes parents qui disaient ah la fac c'est un peu le deuxième choix, si tu peux faire une prépa c'est mieux. Dans le lycée où j'étais, on nous tabassait avec les prépas parce que c'était la voie de l'excellence et l'élite de la nation et Patin Couffin, etc. Et donc j'ai été bercé par le chant de ces sirènes-là. Et du coup j'ai fait une prépa BL, qui était une prépa lettres et sciences sociales, dans laquelle il y avait beaucoup de littérature, mais surtout des langues appliquées au contexte des médias et du monde de 2000... j'allais dire de 2020, mais non, c'était en 2006 à l'époque. Donc ça fait, je vous parle de ça, ça fait 14 ans, littéralement. Et donc j'ai eu la chance de décrocher une place parce que mon dossier, même si j'ai eu le bac avec une note pas trop dégueulasse, mon dossier était pas ouf parce qu'il nous tabassait la gueule sur les notations et qu'en dehors de Montpellier, personne ne savait quelle était la qualité d'enseignement au lycée La Merci. Et j'ai eu la chance de décrocher une prépa à Orléans. Le problème c'est que mes parents n'étaient pas à Orléans, ils étaient à Montpellier, et que du coup à 17 ans j'ai dû partir en internat pour pouvoir faire mes 2 années de prépa d'Hippocagne et de Cagne, donc prépa littéraire, mais avec des maths, avec genre 6 heures de maths par semaine, 6 heures de sciences sociales, 6 heures de sociaux, 6 heures d'éco, 6 heures de français, 6 heures de philo, et genre 6 heures d'anglais et 2 heures d'espagnol. Voilà, donc on avait genre 40 heures de cours par semaine, avec un devoir sur table de 6 heures. Putain, ça a été d'une violence en arrivant en prépa, je me souviens. Je crois que les dissertes, enfin les examens les plus longs que j'ai eu en terminale, ça devait être 4 heures. Ça devait être peut-être des dissertes de philo, etc. Et quand vous arrivez en prépa, vous tombez sur le nouveau format, bonjour, bienvenue en prépa, qui est une disserte de 6 heures en histoire, en géographie, en français, en philo, etc. Et 6 heures le cul posé sur une chaise dans une salle de classe avec 150 élèves à côté. C'est extrêmement violent et vous ressortez de là. Généralement, c'était cours le mercredi matin, pause de midi à 13h. Et ensuite, tenez-vous bien, devoir sur table de 13h à 19h. Et c'est d'une violence inouïe. Et les gens qui n'ont pas connu ça, alors évidemment, il y a pire dans la vie, mais les gens qui n'ont pas connu ça dans le cadre du système scolaire, ils ne savent pas à côté de quoi ils sont passés. Et j'en garde pas un très bon souvenir. Bref, 2 années de prépa qui ont été exceptionnellement enrichissantes. Dans laquelle j'ai rencontré des gens qui étaient des pointures intellectuellement, et je me suis rendu compte que j'étais pas au niveau et qu'il y avait des mecs qui étaient des génies littéralement à côté de moi, et qui surtout étaient des génies de travail, là où moi je surfais sur mes capacités, sur mes facilités, et où j'étais clairement pas un gros bosseur à l'époque, vraiment pas. Je préférais me reposer sur mes lauriers, et comme quand j'écoutais les choses, généralement je les retenais assez bien, je bossais pas énormément pour m'approprier l'ensemble des contenus des cours, sauf que la différence entre le prépa, le lycée et la prépa, c'est qu'en prépa vous tombez sur des cours qui sont extrêmement denses et extrêmement balèze, et que si vous apprenez pas tous les soirs religieusement et que vous faites pas des fiches, etc., au bout d'un moment, à moins d'être vraiment un génie, ce que je ne suis probablement pas, vous n'arrivez plus à suivre. Et du coup, j'ai réussi à passer d'Hippocagne en Cagne ric-rac. J'étais délégué de classe, je crois. Je sais plus. Non, j'étais pas délégué de classe. Mais en gros, on était 40 en Hippocagne. Il y avait une telle sélection qu'ils en gardaient que 20 en Cagne. Et genre, j'ai dû passer, je devais être genre 17e ou 18e. Genre, ras les miches. Et par chance, ils m'ont gardé parce que je pense que j'étais très bon en langue. J'étais vraiment bon en anglais, en espagnol. Et que j'avais émis l'hypothèse de pas suivre la voie royale et de pas aller faire l'ENS, donc l'école normale supérieure, de pas tenter le concours des ENS parce que ça m'intéressait pas. Mais
de tenter le concours du CELSA, qui est une école de communication, et qui me faisait un peu de l'œil parce que ça me tentait, qu'il y avait pas mal de trucs qui avaient l'air sympa. Et du coup, je pense que comme ils ont vu que c'était ça mon projet de vie, ils se sont dit, bon, si c'est une bille en maths et en philo, etc., c'est pas grave. Du moment qu'il est bon en langue et qu'il se démerde à faire des bonnes dissertes et un bon oral, on peut peut-être en faire quelque chose. Parce que c'est aussi ça le système de la prépa. Les prépas sont classés en fonction du ranking de sortie de leurs élèves, et que une bonne prépa, c'est une prépa qui fait des normaliens, qui fait des gens qui vont à HEC, qui vont à la rue d'Ulm, qui vont dans les grandes écoles, et que si vous n'arrivez pas à former des élèves pour y aller, vous n'êtes pas une grande prépa. Et du coup, ils ont intérêt à mettre leurs élèves dans les bonnes cases, et s'ils se rendent compte qu'ils ont un élève qui a du potentiel, potentiellement, je pense, pour aller par exemple au CELSA, qui est une grande école de communication, ou à Sciences Po, et ben ils peuvent miser dessus et orienter un peu tout ça. Donc quand je suis arrivé en Cagne, c'était extrêmement dur, le niveau était très 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 élevé, mais j'avais l'impression qu'il me faisait un peu plus confiance et peut-être un peu moins chier, et qu'il me laissait me concentrer sur mes langues, et que même si je prenais des bananes en maths, parce qu'en maths c'était un niveau, j'avais un prof de maths qui était un absolu génie, et qui clairement nous parlait, et moi je comprenais pas ce qu'il me disait, et j'ai des souvenirs d'avoir des copies de maths avec des 1,5, avec des 2,5 sur 20, et n'avoir rien compris à l'ensemble de l'examen et du truc. Donc c'était très frustrant, mais avec le recul c'était assez drôle. Mais clairement c'est à des années-lumière du niveau de seconde ou de première, où j'aimais les maths, où je comprenais la logique, le raisonnement, où ça me faisait kiffer. En prépa je comprenais plus rien, et ça me bandait complètement, parce que je savais plus aucune logique ni aucune réalité matérielle et réelle pour moi, en tout cas à mon humble niveau de Kiki, qui avait fait une terminale S portant spé maths, et qui du coup comprenait plus rien. Et donc j'ai eu la chance de bien me sortir les doigts, et de bien bosser, mine de rien, surtout sur les trucs qui étaient utiles pour moi, sur les langues, etc. en Cagne. Et je rentrais le week-end, j'étais en prépa, et la semaine j'étais en prépa à Orléans, et le week-end je prenais le train et je rentrais chez mes parents à l'époque encore. Et dans le train, je me souviens, je bouffais des bouquins sur la communication, sur les sciences de l'infocom, etc. Je me bouffais l'ensemble des théoriciens de l'avant-garde, de tous les grands penseurs qui ont fait la construction de la réflexion sur ce qu'est aujourd'hui la publicité, le media planning, le marketing, la logique du journalisme et des médias. Et j'ai tout bouffé pendant mon année de Cagne, littéralement. Et en fait, je suis arrivé au concours du CELSA, et j'ai éclaté la disserte, parce que j'avais emmagasiné tellement de connaissances spécifiques, que quand j'ai vu le sujet, je crois que le sujet c'était il y a tellement de bruit dans les médias qu'il paraît difficile aujourd'hui de tirer son épingle du jeu et de ne pas communiquer. En gros, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez 4 heures, et je crois que j'ai eu 18 à la disserte d'entrée au CELSA, parce que j'avais tout en tête, quoi. J'avais toutes les rêves, j'avais toutes les anecdotes, j'avais tous les exemples, j'avais toutes les citations, et que j'étais une machine de guerre, et que j'ai jamais fait vraiment des bonnes dissertes en prépa. J'étais assez médiocre au vu des exigences qui étaient très élevées. Et par contre là, j'avais l'impression d'être dans un combat de boxe, et de savoir tout faire, et de voir 5 coups à l'avance de mon adversaire. Donc j'ai défoncé cette disserte. L'épreuve d'anglais, pareil, je l'ai pliée, je crois que j'ai eu 16,5. Et la blague, c'est que je suis rentré, de mémoire, je crois que je suis rentré major de ma promo en magistère au CELSA, en tout cas avec les meilleures notes à l'entrée, quoi. Ce qui n'a aucun intérêt, mais voilà, c'est la petite anecdote. Et j'ai passé en même temps le concours de Saint-Cyr, et la blague, c'est que je l'ai réussi. Donc je vois que ça fait 52 minutes que je vous parle, et je pense que je ferai une aparté peut-être dans un autre podcast sur le concours de Saint-Cyr, et la vie militaire, et la vie entre laquelle j'ai hésité et la vie que j'ai choisie. Mais en gros, j'ai choisi parce que j'ai réussi les deux, et ça a été un choix extrêmement difficile. Je pense que je vous en reparlerai en termes de choix et d'orientation, c'est une période importante de ma vie. Mais j'ai choisi de faire le CELSA, et du coup, j'ai fait cette école qui était la plus grande école de communication à l'époque, qui était une école publique. Et ça, j'étais super fier de ça, parce que ma prépa, pareil, elle était publique, et que ça avait coûté à mes parents genre... je sais pas, 250 €, 300 € de frais d'inscription peut-être, et puis la bouffe à l'internat, la cantine, etc. Mais le CELSA était public, et ça coûtait pas genre 8 000 € comme HEC, comme Sciences Po, etc. Et j'avais plus besoin de demander à mes parents de se saigner pour moi, parce que ça coûtait, ça dépendait de la Sorbonne de Paris 4, et ça coûtait genre 300 ou 400 € l'année, quoi. Et ça, c'était une vraie fierté, et surtout le fait que le système récompense la valeur et le travail
en fournissant un enseignement d'une telle qualité qu'il était gratuit aux gens qui avaient réussi à réussir un concours qui était aussi difficile, parce que tous mes autres potes que je connais qui ont tenté le concours l'ont pas eu. Et après, pendant les 10-15 années qui ont suivi, à chaque fois que je parle avec des attachés de presse, avec des gens qui sont dans les médias, dans les marques, quand j'ai des partenariats aujourd'hui, etc., il y a beaucoup de gens, quand ils voient sur mon CV ou qu'ils découvrent que j'ai fait le CELSA, qui me disent « Ah putain, c'est incroyable, j'ai essayé de faire le CELSA, j'ai tenté, j'ai pas réussi, j'aurais adoré, c'était génial. » Et effectivement, c'était génial. Ça a été une scolarité extrêmement enrichissante. Là, j'ai rencontré des gens qui étaient d'horizons scolaires et professionnels différents. Il y avait des gens qui venaient de formation continue, etc. Et comme c'était à Paris, c'était à Levallois, à la frontière entre Neuilly et Levallois, ça a été le basculement dans, même si j'étais né à Paris, dans une vie que je connaissais pas, la vie parisienne, les médias, le travail, les agences de pub, etc. Et ça a été une scolarité absolument exceptionnelle. Je crois que je vais m'arrêter là pour ma formation et mon cursus. Parce qu'après, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vécu ma vraie vie. Ensuite, une fois que j'ai décroché mon master du CELSA en 2012, ensuite j'ai voyagé, j'ai pris mon baluchon, je me suis barré et j'ai travaillé ensuite. Et j'ai commencé à gagner ma vie, j'ai pris un appart et je me suis installé de mon côté. Et j'ai quitté le giron et la protection et le foyer de mes parents. Et j'ai vécu pour moi et de nouveaux horizons, mais ça répond plus à la question de mon cursus scolaire et de mon parcours entre guillemets. Donc je pense que je pensais pouvoir tout faire en un seul, mais j'ai pas envie de vous faire un podcast qui dure 2 heures. Donc je vous ferai ensuite la suite de ça et on fera la version 2 et ce sera mon parcours au sens peut-être personnel et professionnel du terme. Mais voilà, je pense que je vous ai bien déblayé qui je suis, d'où je viens et ce qui a fait que je suis aujourd'hui l'homme que vous entendez et que je suis capable de vous parler comme je vous parle et comme vous m'entendez dans vos petites oreilles probablement de l'autre côté de ce podcast. J'espère qu'il aura été enrichissant. J'espère que ça vous aura amené peut-être des touches ou des ouvertures d'horizon pour des choses qui résonnent dans votre vie ou dans celle de vos proches ou de gens qui sont pas loin de vous, aussi bien physiquement, géographiquement qu'émotionnellement et que spirituellement, et que ça résonne en vous et que peut-être que ça vous fait voir les choses de façon différente. Le but n'était pas seulement de parler de moi, mais surtout de répondre à la curiosité des gens, de savoir ce que j'avais fait, d'où je venais, parce que quand on apprécie les gens, je pense, on est curieux de ce qu'ils ont fait avant, et que, comme vous allez le voir dans les prochains podcasts, j'ai eu, après ça, une dizaine de vies différentes probablement et des expériences de vie tellement enrichissantes que ça aurait pu se passer effectivement sur 2, 3, 4, 5, 10 vies différentes, tellement je suis parti dans tous les sens et tellement j'ai eu la chance de faire des choses absolument passionnantes. Mais ça va garder un peu de suspense et on va s'en tenir à ce cliff, comme on dit dans le storytelling et l'écriture de la dramaturgie cinématographique. Et je vais m'arrêter là, parce qu'il est bien dense ce premier épisode déjà. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a apporté tout ce que j'avais envie d'y mettre. J'espère que le ton vous plaît, j'espère que l'ambition et la dynamique de cette nouvelle plateforme et de cette nouvelle offre et proposition de contenu vous séduit. Évidemment, alors je ne sais pas encore comment ça marche, j'allais vous dire mettez un pouce bleu, il n'y a pas de pouce bleu sur les podcasts, mais je crois que sur Apple Podcasts vous pouvez mettre des avis, vous pouvez mettre des notes, et vous pouvez dire ce que vous en pensez. Évidemment, ça va marcher comme pour YouTube, plus vous mettez des bonnes notes et plus vous êtes enthousiaste et plus vous mettez de commentaires sur le podcast, plus ça va aider à son référencement et plus ça m'encouragera évidemment à vous fournir des podcasts fréquemment et à faire de mon mieux pour vous fournir des podcasts de qualité. Et ensuite, ce que vous pourrez très probablement faire, c'est que je vous poserai des questions sur Instagram, on fera ça, ou sur YouTube, où je vous demanderai ce que vous avez envie d'entendre dans le podcast et quel type d'épisode vous avez envie de me voir ou de m'entendre faire, et quel type de sujet vous voulez me voir traiter, et je pourrai de cette façon-là répondre à l'ensemble de vos questions de vive voix, puisque c'est le centre et le cœur du sujet aujourd'hui, et répondre à l'ensemble des questions que vous vous êtes toujours posées
aussi bien sur mon humble parcours, puisque c'était le but de ce premier épisode, mais aussi et surtout sur l'optimisation de l'alimentation, de l'entraînement, de la psychologie, de la motivation pour l'entraînement et pour le fait de se construire un mode de vie optimisé, que du développement du business, de l'utilisation des réseaux sociaux, de l'entrepreneuriat, des voyages, du minimalisme, de la méditation, du sport extrême, du parachutisme, de la plongée en apnée, etc. Et de toutes ces cordes que j'ai à mon arc et à mes nombreux arcs et dont j'ai envie de vous faire part et que j'ai envie de partager avec vous. Mes soldats, merci d'avoir suivi ce tout premier podcast historique. Je raccroche les gants et je débranche le micro et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye bye.